Bonjour tout le monde, on est mardi, il est quasiment 9 h. On tourne l'épisode numéro 3 de Sur la route, on est en direct sur Facebook, on est dans ma voiture et je m'appelle Nicolas Quillier, je vais chercher mon troisième invité, donc Charles Christori. Charles Christori, c'est le CEO, le patron d'Addictease. Et on va discuter avec lui d'idées, d'innovation. Il va expliquer comment il a créé sa boîte il y a plusieurs années. Il va nous expliquer comment il a levé des fonds aussi, 2 millions d'euros, il va nous en parler. Et il aura en fin de vidéo une petite annonce à nous faire, normalement, s'il veut bien nous la faire. Donc j'accueille tout de suite Charles. Bonjour Charles. C'est Nico. Bienvenue. Merci. Sur la route. Je t'invite à te présenter. Charles, qui es-tu? Charles Christori, 31 ans, marié, 2 enfants et fondateur d'une boîte qui s'appelle Addictease que j'ai montée il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Exactement. Ok. Addictease, aujourd'hui, ça fait quoi? C'est quoi le métier d'Addictease? Le métier, nous alors, évidemment il s'est passé beaucoup de choses en 8 ans. Aujourd'hui notre métier, nous on accompagne les marques sur leurs problématiques marketing. D'accord. Et pour ça on utilise un super format qui est le jeu. On le fait depuis le début et ce qui a transformé la boîte récemment, c'est qu'on utilise une technologie, un logiciel aujourd'hui qui permet de lancer des jeux beaucoup plus rapidement. Une box, c'est ça? Une box, qu'on appelle Addictease Box, tout à fait, Ouais. et qui permet du coup aux marques de très rapidement aller acquérir une audience, donc recruter, de l'engager et de la convertir. Donc voilà, c'est un modèle au logiciel et voilà le métier d'aujourd'hui. Donc en gros, tu vends un outil qui permet aux marques de faire des jeux sur Internet et qui leur permet de faire plus de chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients. Ah oui, tout à fait, exactement. Un vrai logiciel au même titre que l'email marketing s'est lancé il y a 10 ans avec des plateformes qui permettaient d'envoyer des emails. Aujourd'hui, on a, nous, été initiateurs d'un logiciel qui permet avec un haut niveau de personnalisation de lancer des campagnes pour des objectifs marketing. Ok, super. Donc ça, c'est ce que fait Addictease aujourd'hui, mais il y a 8 ans, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Alors raconte-nous un petit peu, je crois qu'il y a une histoire de chien, de paf le chien derrière tout ça. Alors il y a une histoire de chien, mais juste avant, moi je sors de l'ITEM. Donc tu as fait l'ITEM comme école, c'est ça? Exactement, une école d'ingénierie management, donc, où je fais partie de la première promo, donc 50-50 ingénierie management. D'accord. Et derrière le dernier mot, c'est l'entrepreneuriat, donc ingénieur, manager, entrepreneur. D'accord. Et tu as fait 5 ans là-bas. j'ai fait 5 ans là-bas, je lance ma boîte. Avec au départ, Donc tu es sorti de l'ITEM avec l'objectif de créer ta société. Ouais, j'avais, je pense, dans ma tête l'objectif de créer ma boîte très rapidement, D'accord. depuis bien longtemps. Durant les études ou même déjà avant, tu te disais c'est un objectif que j'ai? Là, j'avais ça au fond de moi, clairement. D'accord. Je me lance, j'ai besoin de. Je veux lancer le projet qui va en tout cas m'animer. J'ai eu 70 000 idées à l'ITEM, Ouais. et puis il y en a une qui a abouti sur un premier truc qui était réseau social de marque. D'accord, donc ça c'est le début d'Addictease. Vous brainstormez ensemble et vous dites l'idée c'est réseau social de marque. Ouais, très simplement, on voyait que le jeu était déjà un format, son boîte de jeu de société, c'était à 77 ans. Ouais. On voyait beaucoup d'étudiants aujourd'hui jouer, à l'époque jouer, pardon, et aujourd'hui encore. Et on se dit, tiens, ce serait quand même pas mal que les marques puissent passer un message par le jeu. Et qu'on collecte en tout cas de l'information par les jeux, sauf d'une manière un peu fun, c'était via des jeux de logo, des jeux de slogans, des jeux d'association de logos et de marques, ce genre de choses. Et bon, on lance le truc en avril 2009, 2 mois après on se dit c'est bien, Très bien. il y a un peu d'intérêt, mais pas top, il y a des trucs à retirer. D'accord. Et donc il y avait un constat premier qui était ce qu'on fait plaît, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'avait quand même pas fait une grosse dope quand même, Ouais. voilà. Ce qui était déjà un peu rassurant déjà par rapport au temps Il y a un bon sujet. Il y a un bon sujet, mais on l'a peut-être mal pris du mauvais côté. Déjà, le côté multi-marque dans le même jeu, c'était problématique. Et il y avait le deuxième problème qui était l'audience. Ouais. Et depuis le début de l'année 2009, on commence en avril 2009, et depuis janvier, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui commençaient à arriver sur Facebook. Ouais. Là, je me dis, il faut y aller. Sur Facebook. Donc là, tu te dis, je concentre tout sur Facebook. Ouais, en gros, il me faut on voulait pas être une pure agence ou genre juste faire du pur service et dire, tu sais, il nous manque quelque chose, en tout cas pour montrer que le jeu peut aller chercher une audience qui est difficilement captable, Ouais. aller chercher du trafic, c'est très compliqué. Mhm. Et on se dit, on va aller là où se trouvent les utilisateurs sur Facebook. À D'accord. l'époque, 7 millions de personnes en 2009 en France. Donc on se lance l'été, on change un peu le modèle, on va là-dessus. On
on essaie de nouer des partenariats, etc. On commence à vendre un ou deux projets à des marques. Ouais, donc c'est quoi? C'est des jeux, hein, Ouais, des jeux très simples. D'ailleurs, le premier jeu qu'on a fait, c'était un jeu pour une marque qui souhaitait communiquer sur le lancement de son site e-commerce, mais en interne, sur un réseau de magasins qu'elle avait. D'accord. Donc, d'ailleurs, le dimension RH qui était hyper intéressante. Et donc, on lance des premiers trucs. Et un des problèmes qu'on avait identifié, c'était que c'est cool Facebook, mais à l'époque, un directeur marketing, ce qu'il en connaissait de Facebook, c'est mes enfants sont dessus, ils passent trop de temps. Ouais, c'est un truc pour jeunes, quoi. Ouais, genre, c'était gentil, genre je vais faire du business avec Facebook. Ouais. Tu vois. C'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Alors, clairement, c'est là où on voit que c'est une boîte qui a exécuté en 8 ans un sujet qui est monstrueux, qui est d'ailleurs, si on a le temps, on parlera peut-être de Snapchat, mais c'est-à-dire que Snapchat, beau produit, peut-être ce qu'était Facebook à l'époque il y a 8 ans, aujourd'hui, faut qu'il s'accroche pour suivre tout le rythme qui est imposé aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça la plus grosse difficulté. En bref, donc voilà, on se lance. Et donc ce qui manquait, c'était un cas concret sur Facebook. Parce que tu arrives voir tes clients, ils disent ouais, mais ça c'est pour les gosses, Ouais. ça m'intéresse pas. Et voilà, il te manque de dire ça, si, regardez, ça marche. Il manque un succès, il manque un cas concret, ce qu'on appelle aujourd'hui un business case. Ouais. Et déjà de représenter ce que c'était d'avoir des choses dans Facebook. Donc et nous, moi j'avais 22 ans, donc à cette époque, enfin même encore aujourd'hui, mais on essaie aussi de se marrer au quotidien dans le bon sens, de mettre du fun dans la boîte. Du fun dans la boîte. Et puis on s'est dit tiens, autour d'une table, on a un brainstorming qui s'organise et en un quart d'heure on sort un concept de tiens, est-ce qu'on donnerait pas un coup dans un cul d'un chien Donc c'est le fameux Paf le chien, voilà. Donc qui était un jeu flash, c'est ça à l'époque, hein? C'est du flash, ouais. Flash où on prend le pied d'un garçon, c'est ça, et puis boum, on donne le coup de pied au cul au chien le plus loin, pour qu'il aille le plus loin possible. Exactement. Voilà, un haut niveau quand même intellectuel. C'était voilà, bon bac plus 8 pour comprendre ce genre de. Donc ça, vous avez sorti ça en 15 jours à réfléchir, à brainstormer. Moins que ça, le jeu on l'a lancé en 15 jours, effectivement il était là, même pas en une semaine on avait le prototype qu'on lançait. Ouais. Et en un quart d'heure on avait le concept au départ, quoi. C'était d'accord. vraiment voilà. Et un mois après il y a 7 millions d'utilisateurs. Un mois après le lancement sur la plateforme Facebook, tu as 7 millions de joueurs en France ou dans le monde qui ont utilisé Paf le chien. C'est ça. Comment t'expliques ça? On l'explique. Je pense qu'il y a le bon endroit, bon moment et avec le bon produit en tout cas. Parce qu'on va pas dire que c'est la complexité ou l'ingéniosité de l'idée. Là, l'idée elle est ultra simple. Un petit jeu en flash. Alors c'est ce que, on en a déjà parlé, mais j'accompagne aujourd'hui quelques boîtes, Ratec, où en tout cas on essaie d'apporter un peu de conseils. Je pense qu'à un moment, et j'en suis convaincu, c'est pas le truc aux petits oignons qui fera que ça fonctionne. Ouais. Genre le nickel chrome, voilà, ça doit rentrer, ça doit être parfait dans la temps. En fait, ça n'existe pas ça. Ouais, ça n'existe jamais en fait. Ça existe jamais. Nickel. Ce qui existe, c'est des projets qui se lancent, qui vont vite, qui se plantent, qui s'adaptent. Et voilà. Et Paf, c'était un peu ça. On l'a pas fait déjà pour faire ce succès. On l'a fait parce que on avait un sentiment qu'il se passait un truc et qu'il fallait apporter du contenu là-dessus. On avait aussi le sentiment que c'est d'ailleurs ce qu'on vend aujourd'hui, c'est le média-jeu, c'est quelque chose qui est fun. Donc si on commence à faire un truc moche, pas engageant, un simple formulaire, forcément. Ce qui n'est pas du tout aujourd'hui ce qu'on fait. Non, vous avez fait un truc flashy, exactement, qui est un peu rigolo, simple. Et je pense, et à un moment, c'est la beauté du net, c'est que ça. Parfois, il se passe des trucs comme ça. Et donc, tu as 7 millions de personnes qui vont jouer à Paf le chat en un mois de temps. Exactement. Et en total, combien de personnes? On a eu 25 millions. 25 millions de joueurs. Ouais. Et une fois que tu as ces 25 millions de joueurs, tu peux retourner voir effectivement ton client en disant regardez, ça marche. Oui, même à 7 millions, parce que ce qui s'est passé rapidement, mais c'est que d'un coup on a été visible, on a été en télé. Tu as des reportages télé partout. On a eu de la presse locale, on a eu. Et donc tout ça a amené aussi des marques qui disaient tiens, c'est pas bête, j'avais ça pensé au même ce truc-là, c'est pas bête, je devrais les appeler. Deux, quand on va voir quelqu'un, on dit on a fait 7 millions. A priori, quand tu as 7 millions de personnes qui regardent un produit, ça peut amener du business. Et puis beaucoup d'agences aussi de com qui nous ont aussi appelé à l'époque en disant on avait la même chose en tête et on cherche des gens pour nous aider à produire du contenu sur Facebook. Donc là, ça marche tellement bien que tu penses même à changer ton modèle d'entreprise pour devenir éditeur de jeux. Tout à fait. Voilà, faut être Paf, mais il y a peut-être plein d'autres jeux à faire et allons-y. Et pour ça, tu lèves de l'argent. Exactement. Donc c'était quand ça 2 millions fin 2012.
fin 2012, 2 millions d'euros. C'est pas rien, 2 millions d'euros. T'as quoi? T'as 27 ans? Ouais. Ça fait quoi de lever 2 millions d'euros à 27 ans? Ça fait pas grand chose en fait en réalité. Ça fait pas grand chose. Alors peut-être qu'il s'est passé bientôt 5 ans depuis, mais alors c'est cool, c'est sympa, mais en fait c'est pas une fin en soi. Ouais. Puis les 2 millions sont pas dans ta poche quoi. Et en plus de ça, ils sont malheureusement dans la boîte, t'as un actionnaire additionnel. Donc c'est juste, c'est un process en plus de 7 mois. Donc en fait, la réalité, tu ça veut dire quoi un process de 7 mois? Pendant 7 mois, t'as bossé pour ça? Pour lever des fonds, ouais. D'accord. Donc tu développais pas ta boîte pendant ce temps-là, c'est vachement compliqué quoi. Tu dois faire les deux. Tu dois faire les deux. Oui. Eh bien. Ah, mais les choses n'arrivent jamais seules. À un moment, on est quand même dans le digital où peut-être à l'autre bout du monde, il y a un mec qui fait la même chose que toi. Ou à 2 km de chez toi. Et c'est la réalité. Ouais. Sauf que tu le sais peut-être pas encore. Et donc, c'est l'énergie que tu mets aujourd'hui pour que ton projet avance et c'est l'ambition que tu as en fait. Donc tu as bossé 7 mois pour faire cette levée de fonds, qui est un succès, 2 millions d'euros. Donc là, c'est boulevard quoi. Tu te dis, ça y est, mon métier d'éditeur, il est sur des rails, c'est nickel. Et en fait, ça va pas du tout se passer comme ça. Alors, en tout cas, on avait une étape. Et en effet, j'avais une certitude, c'est qu'on allait devoir changer aussi, en tout cas, l'envergure qu'on donnait à tous les projets qu'on mettait en place. On prend le projet de PAF d'un quart d'heure sur une table, etc. Il fallait qu'on se professionnalise. Tu le fais une fois, mais est-ce que tu peux le refaire? Voilà, et la répétabilité du modèle est toujours plus compliquée. Et à ce moment-là, il y a 2 jeux qui sortent. C'est Candy Crush et Clash of Clans. Ouais. C'est la même boîte en plus qu'il a fait? Non, c'est 2 boîtes différentes. C'est 2 boîtes différentes. Il y a King d'un côté et Supercell de l'autre. Des boîtes qui valent aujourd'hui des milliards et qui lancent ces 2 jeux-là, qui utilisent 12-14 euros par mois par utilisateur. Quand nous, on gagnait 15 centimes. D'accord, c'est-à-dire qu'un utilisateur leur rapporte 12 ou 15 euros. Alors que toi, dans le modèle que tu avais imaginé, c'est 15 centimes. C'est pas exactement la même échelle. Qu'on vivait, qu'on avait imaginé, évidemment. On cherche à faire toujours un peu plus pour plus se développer, mais en tout cas, c'était la réalité, c'était un fait. D'accord. Et là, du coup, tu sais comme moi, quand tu veux acheter du trafic, tu n'as aujourd'hui pas 50 acteurs, encore plus sur le mobile. Parce que le gros du revenu était à l'époque encore sur un revenu mobile. Ouais. Et forcément, tu as, comme la bourse, si tout le monde veut acheter le même produit, le produit il monte en prix. Donc toutes les dépenses que tu avais prévues, elles sont là, mais elles sont x2, x3, x4, x5. Exactement. Donc tu as inventé une équation pour faire la même chose au final. Pour faire la même chose. Ouais. Donc tu as une équation qui ne tient plus. Ouais, effectivement, ça ne tient plus. Donc notre transformation de modèle pour aller un peu plus, on l'avait anticipé, mais pas aussi rapidement. Ouais. Et du coup, pendant 2 ans, on s'est mis à développer des jeux de meilleure qualité, pour augmenter le revenu par utilisateur, pour en tout cas essayer de le faire. Et on n'y est pas arrivé pour plein de raisons de marché. Ouais. Ubisoft fait par exemple 100 jeux par an. Ouais. Il n'y en a que 2 qui monétisent, alors c'est à peu près la stat, c'est pas pour les gros ensembles, mais qui font que la boîte gagne de l'argent. Ouais. Au final, 2 millions c'est beaucoup, mais dans ce milieu-là, visiblement, c'est pas ce qu'il faut. En fait, voilà, d'ailleurs, quand tu regardes et tu discutes avec des mecs un peu pros qui sont des vrais éditeurs de jeux, nous on était, avec le recul aujourd'hui, on était une belle boîte qui avait compris un marché, etc. Maintenant, il y a la phase de répétabilité qui est la plus difficile en fait. Comment tu fais ton 2e succès, ton 3e succès? Sachant que Paf le chien, c'est un produit, mais éphémère. Quand tu crées ta boîte, tu as un produit principal, tu peux faire vivre pendant plusieurs années et que tu améliores. Nous, il fallait sans arrêt le renouveler. C'est ça qui est compliqué dans ce modèle. C'est valable pour le jeu vidéo, mais bien sûr sur le cinéma, la bande dessinée. Tu sors un produit, c'est bien. Des nouvelles choses sans arrêt, si tu ne réinventes pas, c'est cool, tu as fait ton one-shot de ton... là-dessus, voilà. Donc sans arrêt, et donc, c'est là où on a eu cette difficulté-là. On a fait des super beaux projets, mais on n'a pas eu l'audience en face. En plus, parce que la pression marketing était là aussi. Donc, pour plein d'ensembles. Et aussi, je pense qu'il y a une raison de fond, et c'est un peu l'histoire de la boîte, on n'a pas été éditeur de jeu dès le départ. Et donc, peut-être que dans ça, c'était peut-être plus difficile pour nous. C'était peut-être pas forcément votre ADN au départ. Exactement, voilà. Donc, encore une fois, c'est de la tentative d'explication, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas battu pendant 2 ans avec toute l'équipe pour faire en sorte que voilà. Et donc, et ça a été vachement compliqué. Donc, tu as perdu beaucoup d'argent à ce moment-là. Dans la société, ça a été complexe. Tu gères un actionnaire aussi. Tu gères un actionnaire. Et aujourd'hui, si on reprend le début de la discussion, tout a l'air d'aller bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? On avait une conviction forte
à l'époque, qui date juste après la levée de fonds, qui était que notre métier de service ou faire des jeux pour des entreprises en service, il fallait qu'on le transforme. Parce qu'on n'en voyait pas le bout dans la vision de ce que pouvait être le jeu pour une marque. Ouais. Parce que sans arrêt, la marque, pareil, était sans arrêt en train de raisonner jeu après jeu. Ouais. Alors que nous, on leur dit non, c'est pas ce qu'on dit. Le jeu c'est un média, comme la télé. Il faut le faire Il vivre. faut le faire vivre sans arrêt. Et bon, pour ça, il manquait une corde à l'arc qui était directement le logiciel qui permettait d'accélérer ça. D'accord. Donc aussi, il faut qu'on transforme notre métier. Et on a commencé en interne à faire des choses, etc. Et tout ça a amené à lancer fin 2013 notre plateforme qui permet au départ. Alors, cette fameuse plateforme La Box, là, dont on parlait. Exactement, de faire très simplement les choses. C'est ton pivot, ça. C'est le gros pivot. Alors, fin 2013, on lance la version qui était vraiment la version qu'on avait en tête et qui nous permettait de commencer à accélérer le marché. On avait déjà testé des choses les 2 années précédentes en interne, etc., avec des premiers clients. Et là, on accélère là-dessus. Et donc, fin 2014, début 2015, on décide de se concentrer uniquement là-dessus. Et la boîte explose parce que... Et là, tu laisses tomber l'édition, tu dis pas que le chien c'est bien, mais il reste de côté. Ouais, et tu concentres 100% de tes équipes sur la box. Exactement. Ouais. Et ça cartonne. Ça cartonne. On fait une belle croissance parce que effectivement, l'année où on a changé, on fait une croissance de 60%. Et depuis, on n'a pas arrêté. Donc. Et comment tu gères ça? Parce qu'au démarrage, tu me disais, vous avez fait PAF autour d'une table, vous étiez quoi? 3, 4, 5? Oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la boîte? On est 45. 45? Passer de 5 personnes, d'être peut-être des potes et tout, à 45 salariés, collaborateurs, qu'il faut animer tous les jours, qu'il faut motiver tous les jours. Comment tu te prépares à ça, quoi? Ouais, il s'est passé 8 ans, c'est-à-dire que ça se fait pas en 2 jours. Et 2, je le fais pas seul. C'est-à-dire que j'ai une super équipe aujourd'hui, un cœur d'équipe qui est extraordinaire. Tu pourrais pas le faire seul, de toute façon. C'est impossible. Et puis je pense que personne n'a envie de faire ça seul. Le mec qui veut faire ça tout seul, je ne comprends pas. Ça marche pas. Donc, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est le projet dans lequel on est, c'est résoudre les problématiques, d'aller chercher des nouvelles opportunités, de travailler avec l'équipe. Ouais. C'est tout ça, c'est un ensemble. Donc s'il y a un truc qui manque, ça marche pas. Ouais, et tu as réussi à amener ça petit à petit tout en faisant un gros pivot quand même, qui a quand même failli te remettre en cause l'intégrité de ta boîte, quoi. Bah ça, d'une certaine façon, on s'est remis en cause sur l'intégrité de la boîte. Et c'est ça qui a dû en plus t'obliger à la rigueur à te remettre en cause. Alors on a été un peu contraint, mais tu l'avais anticipé. On l'avait anticipé. Ouais. Donc, et lorsqu'on a fait le choix, c'était très clair et on a accéléré là-dedans. Donc, et ça correspond finalement les 8 années qu'on a vécues. C'est finalement une sorte d'expression de tout ce qui est aujourd'hui dans notre plateforme. Toute l'expérience accumulée. Que ce soit de trafic. Qui t'a capitalisé en fait. Ouais, la gestion de trafic. Aujourd'hui, on fait des campagnes où il y a des millions de personnes. Bah, ça, on sait le faire. Ouais. Personne sur le marché sait faire ça. On sait faire des expériences très enrichissantes, très engageantes. Pareil, c'est notre plateforme, c'est notre vision des choses. C'est parce qu'on a fait des produits comme Paf le chien et beaucoup de projets sur mesure à l'époque qui permettent de faire ça. Donc, c'est l'expression de tout ça. Ouais. Et donc, ça, ce qui est génial, c'est que ça nous aide encore à rêver, à nous aider en tout cas à rêver sur la suite. On a plein d'idées sur de nouveaux sujets et voilà, c'est ce qui nous anime. Génial. Une petite annonce pour finir. Tu m'en as parlé rapidement pour reboucler un petit peu avec. Tu parlais de l'ADN d'Addictiz. En fait, en pivotant, vous êtes simplement revenu à l'idée première quasiment. Pas exactement la même façon, mais remodelé. Ouais, au début, il y avait Paf le chien qui te suit en fait. Et aujourd'hui, il va continuer ou revivre. Alors, effectivement, il y a un producteur, il y a je crois, quelque chose comme 4-5 ans. Forcément, on était bien visible et nous m'appelle, me dit tiens, ça m'intéresserait de regarder pour prendre les droits. Les droits de Paf le chien. De la marque. Ouais. Il voulait en faire quoi? Il voulait faire une série. Une série. Génial. Alors voilà, on a d'ailleurs à ce moment-là 2 autres personnes qui nous contactent. Bon, voilà, mais la boîte avec qui on bosse qui est super prod. Mais alors là, tu le prends au sérieux le mec ou c'est une tu blague? rencontres et t'as comme tout, hein, t'as un échange et puis tu capitalises sur cet échange pour dire ok, c'est pas des branquignoles qui t'appellent du jour au lendemain en disant on en parlait, on est comme dans le dîner de con où j'ai les droits, quoi, tu vois. Genre, super, on a les droits. Ouais. Super, on a les droits. Non, mais et du coup, c'est génial. On a un échange, plusieurs échanges avec eux. On voit qu'ils partagent la vision qu'on en avait du personnage.
sachant qu'entre un jeu et une série, il y a quand même c'est pas la même chose, ouais. une profondeur qui est un peu différente. Et voilà, et là où ils ont été extraordinaires, c'est qu'ils sont allés voir beaucoup de chaînes télé. Parce qu'en fait, dans le financement d'un projet de film ou de série, tu vas voir les financeurs qui sont principalement les diffuseurs, donc les chaînes télé. Les chaînes télé. Et là, Canal+ a pris les droits, la RTBF pour la Belgique, la RAI, Cartoon Network pour l'Europe et puis une partie des US. Enfin, bref, en tout cas, il y a... Donc on va voir Paf le chien là, à la télé. D'ailleurs, en ce moment d'ailleurs, est déjà diffusé en Belgique. D'accord. On peut voir ça sur la RTBF donc. Exactement. Ok. Paf le chien. Ami belge, je sais pas si là. Il y a certainement des Belges qui nous regardent, j'espère. Et... On peut voir Paf le chien sur la RTBF. Et en France, ça arrive en novembre. En novembre, Paf le chien sur Canal+. Exactement. Normalement, si tout va bien dans les plannings. C'est une belle conclusion de la vie de ce. Alors c'est génial parce que on se dit, il y a une suite à tout ça. Ouais. Même personnellement, même pour l'équipe, on se dit, on a bossé beaucoup sur ce projet-là et puis finalement, on a une suite qui est donnée et puis une histoire qui est racontée. Et je pense que c'est finalement ce qui nous attache le plus en tant qu'entrepreneur, c'est que la boîte puisse vivre malgré nous ou avec nous. Ouais. Voilà, donc c'est comment on continue à raconter une histoire. Et voilà, malgré qu'aujourd'hui, le business de Paf le chien au quotidien dans des bureaux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. Mais il va revivre avec cette série. Exactement. Donc voilà. Belle Super histoire. Charles, très belle histoire effectivement. Merci beaucoup. Avec plaisir Nico. On est arrivé, je te laisse, je te libère. À bientôt. Et à très bientôt. Salut. Salut, Ciao, bye. Donc voilà, c'était Charles Christori, le directeur d'Addictease. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, bon, il nous a parlé de sa vie d'entrepreneur, de son idée, de comment il l'a fait mûrir, développer, comment il a pivoté aussi, comment il a levé des fonds, 2 millions d'euros à 27 ans, c'est quand même une sacrée histoire. J'espère que ça vous donne envie de pouvoir aussi vous réaliser vos projets. Il y a l'été qui arrive là maintenant. On va faire nous une pause d'un mois pour sur la route et refaire la prochaine émission le mardi 29 août. Donc vous avez un mois d'été pour réfléchir à ça et puis essayer de vous dire s'il n'y a pas des projets ou des idées que vous avez, que vous voudriez voir mettre en œuvre et passer réalité. Et c'est le moment de le faire. Voilà, très bonnes vacances à tout le monde, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous donc le 29 août mardi à 9 h pour un prochain numéro de Sur la route. À très vite, salut.